Liban, l'amour possible, chapitre 9. Noël passa et quelques jours plus tard, Elias conduisit la jeune femme et son bébé jusqu'à la frontière du secteur Druze, d'où elle pourrait en toute sécurité se rendre à pied chez ses parents. Pour Uda, cependant, le bébé n'avait jamais réellement quitté la maison. Le creux de la vague dans sa jeune vie, ça avait été la mort d'Amin, puis les bougies de Noël qu'on n'allumerait pas, et les chants de Noël qu'on ne chanterait pas. Mais Noël, on ne pouvait l'empêcher de briller. Aussi le bébé était-il arrivé juste à temps. Comme dans les scènes de la Nativité représentées par les maîtres anciens, toute la lumière semblait rayonner du visage de l'enfant. De même pour Uda, le bébé dans la corbeille avait été la vraie source de cette joie de Noël, qu'ils avaient partagée tous ensemble, dans une parfaite unité. Elle n'avait que 8 ans, il est vrai, un âge où la limite entre le rêve et la réalité est encore mal définie. Aussi pour elle, ce bébé n'était-il pas un petit réfugié ennemi, mais l'enfant Jésus, en personne, descendu parmi eux. Elle avait connu bien des heures d'effroi et de chagrin au cours des mois écoulés, et s'il fallait en croire les grandes personnes, le pire était encore à venir. Mais désormais, il serait toujours là, allumant les bougies dans l'obscurité et les unissant tous ensemble. Sûre de sa présence, elle semblait aussi gaie et insouciante que Moumi, et Rosa souriait, se demandant ce qui était arrivé à sa petite fille. La nouvelle année s'annonça sans bruit, sans célébration et sans réjouissance. Cependant, Elias se félicita et Rosa remercia Dieu de ce qu'ils avaient pu quitter le secteur où ils habitaient. En effet, les Palestiniens tenaient les routes en direction de l'Est et les faubourgs environnants, y compris leur ancien secteur, n'était plus qu'un vaste champ de bataille marqué par les ruines et l'incendie. Le sixième round de la guerre avait débuté avec une violence accrue. On se battait dans le nord, on se battait le long de la route de Damas, on se battait sur le front de mer et on se battait dans la montagne. Et par un matin gris de janvier, les musulmans quittèrent le secteur de Sidon pour se porter au secours de leurs alliés dans la capitale, attaquant les villes maronites sur leur passage. Rosa et Lamia apprirent la nouvelle par Sami, qui, les yeux brillants, venait de faire irruption dans la maison, annonçant que des troupes palestiniennes progressaient le long de la côte et que la bataille avait commencé. Il était allé chez un ami où, du haut de la terrasse, il avait pu voir les premières explosions. Il était simplement venu le leur dire. Il fallait qu'il y retourne. Mais Rosa et Lamia le saisirent par sa chemise au même instant, et Lamia le secoua si fort qu'il en poussait des hurlements. Si tu quittes encore la maison, menaça-t-elle, papa te battra, et pas de main morte, je te l'assure. Sami ne mit pas en doute ces paroles et s'en alla bouder dans sa chambre, où il se laissa peu à peu griser par le grondement lointain et la fumée du bombardement. Il vit aussi son père qui revenait du magasin en se hâtant, pâle et inquiet. Quelques instants plus tard, d'un ton qui n'admettait guère la réplique, ordre lui était donné de descendre. Ce ne fut que le soir, les plus jeunes étant couchés, qu'Elias, Rosa et Lamia montèrent sur le toit, d'où ils purent voir, dans la nuit, l'embrasement des combats qui faisaient rage tout le long de la route côtière. Ils avaient bien envisagé de s'en aller du côté des montagnes où habitaient les parents de Rosa, mais cette idée avait finalement été écartée. Les routes étaient dangereuses. On attaquait les villages, et puis la bataille n'était pas encore toute proche. Notre maison est assez éloignée de la route, avait dit Elias, et bien protégée contre les roquettes et les éclats d'obus. S'ils attaquent, nous pourrons fuir par derrière, vers la montagne, mais nous aurons tout perdu. Et alors, comment vivrons-nous? De plus, nous avons promis de garder la maison de notre oncle. Comme tu voudras, mon ami, avait répondu Rosa, avec une certaine tristesse. Elle comprenait la justesse de ses arguments, mais en ces jours difficiles, elle aurait bien voulu se rapprocher de ses vieux parents
dont elle n'avait aucune nouvelle depuis de longues semaines. Ils dormirent d'un sommeil agité et passèrent la plus grande partie du jour suivant accrochés à la radio. Le chef de leur parti, qui occupait aussi le poste de ministre de l'Intérieur dans le gouvernement, était venu s'installer dans sa vaste résidence au bord de la mer, toute proche, d'où il organisait la défense contre les assaillants montant du sud. Malgré cela, les terribles bruits de guerre semblaient s'être rapprochés. Beaucoup avaient fui tout au début, mais peu nombreux étaient maintenant ceux qui osaient partir, car le secteur était comme en état de siège. La nourriture allait se raréfier et Rosa réduisit les rations. Elle s'efforça en outre d'occuper ses enfants qui s'ennuyaient et devenaient nerveux. Uda avait peur et pleurnichait. Sami, toujours rebelle, essayait de s'échapper. Seul Moumi demeurait content et heureux. Lamia s'accrochait à lui comme à une bouée de sauvetage, se privant pour qu'il ait davantage, le tenant serré dans ses bras des nuits entières, lorsque, le vacarme devenu insupportable, il était impossible de dormir. Des jours et des jours passèrent ainsi. Comme beaucoup de ses voisins, Elias, armé de son fusil, avait pris ses quartiers sur le toit de la maison, surveillant les alentours et spécialement la route qui passait au bord de sa rue, ne descendant que pour prendre quelque nourriture ou dormir un moment. Il était à peine remonté sur le toit le 4e jour que soudain, le rugissement assourdissant d'avions volants à basse altitude les fit tous se précipiter dans un coin de la pièce où Rosa était assise à tricoter. Ils se cramponnèrent à elle, terrifiés, tandis que le tonnerre que faisaient les appareils se mêlait au sifflement et à l'éclatement des bombes. Elias rentra en coup de vent dans la maison, tout tremblant, le visage blême. « Ils bombardent les lignes de ravitaillement ennemies, fit-il, haletant. Peut-être maintenant vont-ils devoir se retirer. Alors ne ferions-nous pas mieux de partir, cria Rosa. Il hésita car il savait qu'il était trop tard. Trop longtemps, il avait espéré que cela s'arrangerait. De son abri sur le toit, accroupi, son fusil entre les mains, prêt à tirer à vue, il avait regardé les troupes resserrer leur étau autour de la ville. Et maintenant, personne ne pouvait plus s'en aller. Seule l'intervention de l'aviation libanaise pourrait peut-être les sauver. Rien d'autre. « On ne peut pas sortir pendant qu'ils bombardent, cria-t-il. Peut-être plus tard. Avez-vous fait des paquets avec ce qu'on peut emporter? La voiture est toujours là-bas, cachée au milieu des arbres. Mais il fait un froid piquant dehors. Chacun des enfants devait prendre une couverture et toute la nourriture que nous pouvons transporter. En attendant, nous allons descendre au sous-sol. Il n'y a rien d'autre à faire pendant que dure ce raid. » Les paquets étaient prêts, mais toute fuite était devenue impossible. Les avions s'éloignaient, cependant que les tirs d'artillerie se rapprochaient et que l'éclatement du verre qui se brise et le fracas des murs qui s'écroulent devenaient plus fréquents. Ils prirent tout ce dont ils avaient besoin pour la nuit et descendirent au sous-sol. La maison était bâtie sur une pente, cette petite pièce en forme de grotte qui ouvrait sur un chemin détourné servait de resserre pour les outils, les pommes de terre et les graines. Par une minuscule fenêtre, il voyait la lueur de l'incendie et la fumée qui s'en dégageait, épaisse et rougeoyante. À l'intérieur, il faisait sombre et frais. Il régnait une odeur de terre et de bougies. « Qu'est-ce que nous ferons si la maison prend feu ?» fit Sami en frissonnant. « Nous sortirons par la porte de derrière avec nos paquets, dit Rosa. Elle parlait avec un grand calme, et sa sérénité sembla les rassurer. Mais elle ne pouvait comprendre pourquoi elle savait maintenant qu'ils étaient tous pris dans un piège. Quand Amine avait été tuée, peut-être avait-elle déjà traversé l'épouvantement de la mort et atteint un refuge, en quelque sorte après avoir dépassé la tempête. Quant à Lamia, la peur la faisait passer alternativement par des sensations de grande chaleur, puis de froid extrême. Serrée contre sa mère, elle tenait Moumi étroitement enlacée, un Moumi confiant et éveillé,
car il n'avait jamais connu d'autre monde que celui des éclatements bruyants, et cela lui paraissait tout à fait normal. Uda se pelotonnait sur les genoux de sa mère, et Samy était assis, les yeux agrandis, le bras de son père entourant ses épaules. Enfin, il commençait vraiment à ne plus aimer la guerre. Ils restèrent ainsi un long moment, incapables de s'entendre parler, puis Rosa proposa de prendre quelque nourriture, et elle monta vivement à la maison. Il ne restait que très peu de pain, mais il y avait des pommes de terre froides, des olives, des boîtes de sardines et quelques biscuits. Ils mirent de l'eau à chauffer sur un petit réchaud parce que l'électricité était coupée et firent du café. Après ce petit repas, ils allumèrent les bougies et ce fut un doux réconfort pour Uda, qui se rappelait leur belle soirée de Noël. Le bombardement dura toute la nuit. Elias resta avec la famille car personne ne pouvait venir piller sous cette pluie de projectiles. Aux premières heures du matin, tandis que les enfants dormaient, il se prit à maudire son optimisme et son manque de prévoyance, qui allait leur être fatal. Comment vivrons-nous, avait-il dit. Maintenant, il en venait à se demander comment allons-nous mourir. Comme si elle devinait ses pensées, Rosa se retourna vers lui et étendit la main par-dessus. Samy, tu ne dors pas, Elias. Qui pourrait dormir dans un pareil enfer? Rosa, je suis désolé. Nous aurions dû partir il y a 3 jours. Ce n'est pas ta faute, Elias. Comment pouvais-tu savoir que tout irait si vite? S'il y a une accalmie, nous pourrons peut-être encore nous échapper, à moins que la voiture n'ait été volée ou détruite. Je l'ai pourtant bien cachée, sous les arbres, ajouta-t-il. Oui, s'il y a une accalmie, je crois que nous devrions essayer de profiter de l'obscurité. C'est pour Lamia que je me fais le plus de soucis. Elle est si belle et elle traite les jeunes filles de façon si horrible. Pas seulement les jeunes filles. Toi aussi, Rosa, tu es belle. Mais ne t'inquiète pas s'ils viennent pour te violer, toi et Lamia. Je vous tuerai toutes les deux avec mon fusil, avant qu'ils ne m'abattent. Et nos plus jeunes, que deviendront-ils? Ils ne nous épargneront pas à cause de nos enfants. Et je ne crois pas non plus qu'ils tueront des enfants si jeunes. Je pense qu'ils iront chez les religieuses avec les autres orphelins. Elles s'occuperont sûrement d'eux avec bonté, s'ils vivent. Il souleva Samy pour l'écarter et prit Rosa dans ses bras. Elle tressaillit à son contact, comme une jeune mariée, car jamais encore il ne lui avait dit qu'elle était belle. Et Lamia, réveillée par l'étrangeté d'un silence qui durait depuis 5 minutes, entendit ce que disait son père et fut dans l'émerveillement. Il la tuerait lui-même plutôt que de la voir violée ou mutilée, et il mourrait content avec elle. Son père, cet homme silencieux et taciturne, l'aimait et avait toujours veillé à son bien-être. De cela, elle était certaine. Mais elle venait juste de découvrir combien il pouvait l'aimer de toute la force de son cœur. Car l'amour est une plante surprenante. Il lui arrive de croître, inaperçu, insoupçonné, sur les pentes ensoleillées, pour ne donner sa fleur que dans la vallée à l'ombre de la mort. Ils surent que le matin était venu, grâce uniquement aux carrés de lumière grise qui passaient par l'étroite fenêtre de leur réduit. Et ils se relevèrent, les membres raidis, endoloris dans tout leur corps. Personne n'avait envie d'être le premier à porter les regards sur ce qu'avait été la tragédie de la nuit. Le bombardement massif semblait avoir cessé. Rosa alla voir si elle trouverait un peu de nourriture pour le petit déjeuner. Samy demanda quand il pourrait aller ramasser des éclats d'obus pour son musée de guerre. Elias alla regarder à la porte avec précaution, mais il revint précipitamment, le visage gris de peur, et saisit son fusil. Ils ont pénétré jusqu'au cœur de la ville, dit-il à Rosa. On entend des cris, le crépitement de la fusillade et les hurlements de ceux qu'on massacre. Les gens qui courent dans les rues, ils les abattent. Je vais retourner là-bas derrière le parapet pour voir.
Mais vous descendez tous au sous-sol et restez sans bouger, sous les couvertures. S'ils viennent, peut-être qu'ils ne vous verront pas. Il faut rester tranquille, sans faire aucun bruit. Il embrassa Rosa et s'en alla. Elle prit quelques bouteilles d'eau, un peu de nourriture, son chapelet et son crucifix. Trouva un flacon somnifère, reste d'une précédente ordonnance médicale. Elle fit dissoudre 2 comprimés dans un peu de lait chaud qu'elle réussit à faire boire à Moumi en le cajolant. 10 minutes plus tard, il était profondément endormi et transpirait abondamment. Puis elle se dépêcha de redescendre au sous-sol, rejoindre les enfants, les filles étant par terre et empila sur eux couvertures, tapis et sacs. Enfin, elle se glissa à côté d'eux, ne laissant qu'une petite ouverture pour l'air. Elias vint bientôt les rejoindre. C'est inutile de résister, fit-il à voix basse. Ils se répandent dans les rues. Cela ne ferait qu'attirer l'attention sur la maison. Écoutez, on les entend déjà. Ils se tinrent immobiles et silencieux comme des statues. Ils entendaient en effet se rapprocher le cri de guerre des musulmans. Dieu est grand, Dieu est grand. Ce cri était vociféré, hurlé par ceux-là même, qui tiraient sur tout ce qui bougeait. Hommes, femmes, enfants, accrochés les uns aux autres, massacrés dans les rues, sur les places, dans leurs petites maisons. Il y avait parfois un bruit de pas, précipités au dehors, sur le chemin, et des cris qui tantôt s'éloignaient, tantôt semblaient dramatiquement tout proches. Chaque heure qui passait voyait la famille immobile, tremblante de peur, couverte de sueur, et le temps même semblait ne plus exister, car dans cet endroit obscur, la vie, la mort et le sentiment aigu qu'ils avaient de la présence l'un de l'autre étaient les seules réalités. Ils avaient trouvé tout naturel de vivre les uns avec les autres durant toutes ces années. Mais à cette heure, leurs yeux s'ouvraient, et chaque instant de plus ensemble leur était d'un prix inestimable. Pas, chuchota soudain Samy. Vont-ils nous tuer net ou est-ce que ça sera pire? Il n'y eut pas de réponse. Rosa le calma et lui donna un peu d'eau à boire. L'ankylose et le manque d'air devenaient insupportables. C'était comme si des années venaient de passer sur eux. Puis les bruits qu'ils redoutaient éclatèrent soudain très proches. Des cris, des coups de fusil et des silences brusques. Comme pour aggraver les choses, Moumi remua et se mit à pleurnicher, prêt à se réveiller. Et le dénouement arriva, brutal. Il s'était attendu à une attaque du côté de la rue, mais des pas rapides se firent entendre dans le chemin, derrière la maison. Une balle traversa la serrure et la porte s'ouvrit violemment. Des hommes firent irruption, des hommes dont la voix enrouée n'avait plus la force d'annoncer que Dieu est grand. Quelqu'un donna des ordres et l'un d'eux fouilla sauvagement dans les couvertures à l'aide du canon de son fusil, qui vint buter contre l'oreille de Moumi. L'enfant poussa un cri étouffé. Avec une exclamation de triomphe, l'homme rejeta les couvertures, tandis que les autres soldats, la mitraillette braquée, ordonnaient à leurs prisonniers de se tenir debout contre le mur, les bras levés. Elias hésita une seconde, étendit la main vers son fusil. Mais Rosa fut plus rapide. Saisissant Moumi et le levant en l'air devant elle, elle se dirigea tout droit vers les mitraillettes. Tuez-nous si c'est votre devoir, dit-elle, mais épargnez l'un des vôtres. Cet enfant est palestinien. Ma fille l'a trouvé, il y a 6 mois, sous le cadavre de sa mère, dans les orangeries au-dessus du camp, et elle prend soin de lui depuis lors. Vous ne voudrez sûrement pas tuer un des vôtres. Il y eut un silence de mort. Le responsable, un gradé apparemment, fit signe aux autres de se retirer, et demeura un long moment, les yeux fixés sur l'enfant, le regard scrutateur. La lueur fumeuse et jaunâtre d'une fin d'après-midi d'hiver tombait sur le visage de l'enfant, à demi conscient, qui le regardait fixement, lui aussi, à travers ses larmes. De lointains souvenirs oubliés surgissaient pour lui du passé. À l'exception des 8 mois précédents, toute sa vie de bébé s'était déroulée au milieu d'hommes rudes qui brandissaient des fusils, criaient, sentaient la poudre
et il se trouvait parfaitement à l'aise devant ce desperado barbu, à l'uniforme noirci par la fumée et taché de sang. Il tendit les bras et, comme dans un rêve, murmura « Abba ». « Que dit-il » demanda tout bas l'officier, les lèvres sèches. « Comment s'appelle-t-il » ? « Moumi » fit l'enfant en bâillant. « Abba, Moumi ». L'officier tendit son arme à un soldat qui se tenait à la porte de la cave et prit l'enfant qui s'endormit aussitôt, la tête sur l'épaule de l'homme étrange. Puis celui-ci souleva la chemise humide de l'enfant et resta comme hypnotisé, les yeux fixés sur la tache de naissance, lit de vin, qui apparaissait sur le dos de Moumi. « L'enfant du mauvais œil, marmonna-t-il. Abdel Moumin, l'enfant de ma sœur, c'est lui. Notre mère pleure tous les jours à cause de lui parce qu'elle le croit mort. » Il se tourna vers Rosa. « Dites-moi encore une fois où et quand vous l'avez trouvé. » « Ma fille vous le dira, répondit Rosa en se tournant vers Lamia. Mais la jeune fille était tendue sur le sol, évanouie, le visage livide. Elias, agenouillé près d'elle, Sami et Huda, obéissant à l'ordre donné, les yeux agrandis par la terreur, étaient restés les bras levés. « Baissez vos bras, fit Rosa avec calme. Personne ne vous fera de mal. » Ils tombèrent lourdement sur la couverture épuisée, et Rosa fit de nouveau face à l'officier. « Nous avons fait paraître une annonce pour rechercher sa famille, dit-elle, mais il n'y a eu aucune réponse. Nous l'avions trouvé 3 jours après la mort de mon fils, tué par les vôtres. Mais nous n'avons pas tué le fils de votre sœur. Et si j'avais trouvé votre sœur encore vivante, je l'aurais recueillie, elle aussi. Laissez-nous conduire l'enfant au village de mes parents, dans la montagne. Sa famille pourra venir le reprendre, là-bas. Son père est-il vivant? L'homme fronça les sourcils. Mon frère a été blessé le jour du samedi noir. Il y a moins d'1 mois, marmonna-t-il. Je le vengerai. Mais à cause de l'enfant, je vous épargnerai. Sa vie contre la vôtre. Je vais placer une sentinelle pour garder la maison. Restez ici jusqu'à ce que je revienne. Il lui rendit l'enfant, un Moumi complètement endormi, et sortit en fermant la porte. Personne ne parla. Rosa, un mouchoir mouillé dans la main, vint s'occuper de Lamia, et la jeune fille rouvrit les yeux juste au moment où un bâtiment incendié s'écroulait en jetant des flammes. À la faible lueur orange qui pénétra dans la resserre, elle vit toute la famille rassemblée autour d'elle. Sa tête reposait sur les genoux de sa mère. Il n'y avait plus ni suffocation, ni transpiration, et l'air qu'on respirait était plus frais. Sans doute avaient-ils tous été abattus, pensa-t-elle, et ils étaient maintenant au paradis. Mais pourquoi donc au paradis? La lumière était-elle si faible? Pourquoi étaient-ils tous si tranquilles, avec un air si grave? Et pourquoi Moumi ronflait-il si fort au paradis? Elle renonça à trouver la réponse et ferma les yeux. Sa mère lui mouillait les lèvres et lui caressait les cheveux. Ils attendirent ainsi pendant des heures, se restaurant un peu, essayant de prendre quelque repos. Au milieu de la nuit, une accalmie se fit et les enfants, épuisés, purent enfin dormir. Mais peu de temps après, un bruit de pas précipité rompit le silence. La porte s'ouvrit brutalement et l'officier brandit une torche électrique au-dessus d'eux. « Suivez-moi, ordonna-t-il, et dépêchez-vous. Nous avons notre voiture cachée sous les arbres en bas, fit Rosa, remplie d'audace, et nous voulons aller au village de mes parents. Voulez-vous nous escorter pour que nous arrivions sains et saufs? Impossible, répliqua l'homme avec rudesse. Vous seriez repérés par les phares. Il pleut et sans lumière, vous n'arriverez jamais à trouver votre chemin dans les collines. Il faut descendre sur la côte, vous rendre à la résidence du ministre, et faire vite car elle va bientôt être bombardée. Il faut passer à travers les orangeries. Des tas de gens cherchent à fuir et il y a des bateaux de pêche qui les emmènent vers le nord. Ensuite, il faudra vous diriger vers le village où se trouve la maison de votre mère, dans le Met. Et la grand-mère de Moumi viendra le chercher pendant une accalmie. Allons, venez.
Elias prit Uda, Rosa se chargea de Moumi, tandis que Lamia et Sami hissaient les paquets sur leur dos. Et ils sortirent de leur réduit. Le bruit les avait préparés à un spectacle dramatique, mais pas à ce qu'ils allaient découvrir. Des incendies continuaient à grésiller sous la pluie, tandis qu'ils avançaient derrière leur guide, escaladant avec peine de grands tas de décombres en s'aidant de leurs mains, trébuchant sur des cadavres et sur des corps dont s'exhalaient parfois de faibles gémissements. Une odeur de mort et de brûlé imprégnait l'obscurité, la nuit, la pluie et le silence. Un silence qui ne durerait pas, rendait ce décor encore plus sinistre et inquiétant. Au bout du chemin, l'homme s'arrêta, il leva sa lampe, comme pour les sonder du regard, et ils virent son visage sali et ses yeux injectés de sang. Jurez par Dieu que vous le rendrez, lança-t-il d'une voix rauque. Si elle vient et peut prouver qu'il est à elle, je le jure par Dieu, répondit Rosa. Comment pourra-t-elle le prouver? La main fébrile de l'officier tracassait la gâchette de son fusil. Il faut qu'elle sache la date de la disparition de sa fille. Mais est-ce qu'il n'existe pas une photo de lui? Peut-être Marmonna l'homme, et nous savons aussi la date de la mort de notre sœur. Mais si vous refusez de le rendre, il proféra alors un juron terrible et disparut dans l'obscurité. Quand ils eurent atteint l'extrémité du vallon, ils se rendirent compte qu'ils n'étaient pas seuls. Par centaines, des gens se pressaient à travers la pluie sur les chemins gluants de boue, des enfants dans les bras, des blessés, et des vieillards transportés sur des brancards improvisés. Tous se taisaient, personne ne regardait personne. Il n'y avait pas un instant à perdre, car il fallait traverser la route côtière avant la reprise des combats. Le vent qui soufflait de la mer lançait la pluie dans leurs yeux, tandis qu'ils avançaient avec peine à travers les orangeries. Ils avaient espéré y être plus à l'abri, mais les arbres avaient été dépouillés de leurs fruits et de leurs feuilles, et les branches saccagées frissonnaient dans l'aube grise et froide de ce matin de janvier. Quand enfin ils atteignirent la vaste demeure au bord de la mer, trempée et fourbue, il n'y avait plus de place à l'intérieur, et ils se blottirent sur la véranda pour s'abriter de la pluie. Une foule énorme attendait là. La plus grande partie des gens étaient recueillis par des embarcations qui filaient aussitôt vers le nord. D'autres partaient en hélicoptère. Quelques hommes, assis par terre, le regard triste, le dos appuyé contre le mur, considéraient Elias avec indifférence, de leurs yeux sombres et sans espoir. Vous feriez mieux de pousser en avant votre femme et vos enfants, dit l'un d'eux. Je crois qu'ils vont bientôt bombarder le palais. Les miens viennent juste de partir. Rosa le regarda intensément. Quelque chose sonnait faux dans ce qu'il venait de dire. Alors, pourquoi n'êtes-vous pas parti avec eux demanda-t-elle. Parce qu'on ne prend pas les hommes. Nous, il faudra fuir comme on pourra. Et sans doute qu'on ne pourra pas. On ne prend que les femmes et les enfants dans les bateaux. Alors, partez vite, fit Elias, aux siens, avec une certaine rudesse. Là-bas, il y aura certainement des logements pour les réfugiés. Moi, je m'en retournerai vers les collines et, s'il plaît à Dieu, je trouverai bien le moyen d'aller vous rejoindre. Si je ne suis pas là dans 3 jours, ne m'attendez plus. Montez au village, parce que je serai étendu dans la boue avec une balle dans la tête, dit-il en lui-même. Il ne s'était jamais, durant toute sa vie, senti aussi seul qu'en cet instant. Rosa, oh, Rosa. Elle laissa les enfants et vint vers lui. Il s'était passé quelque chose dans les 3 réduits sans air, où ils avaient vécu des heures d'angoisse. Quelque chose d'important dans leur relation de mari et femme. Comme dans un film, elle avait remonté le temps et les 18 années écoulées avaient défilé rapide devant ses yeux. Elle s'était revue, petite campagnarde effrayée, épouse enfant devant cet homme qui n'avait pas su quoi lui dire. Il n'avait jamais su quoi dire, mais il avait été bon et gentil pour elle. Et en retour, elle avait volontiers répondu à son attente et pourvu à ses besoins. Et à sa connaissance, il ne lui avait jamais été infidèle. Il lui disait rarement merci pour quelque chose, mais il avait accepté tout ce qu'elle lui donnait
et s'en était trouvée fortifiée et réconfortée. Et cela valait pour elle tous les remerciements. La confiance, ce lien plus fort que la passion, ils se l'étaient donné l'un à l'autre durant toutes ces années. Mais au cours de cette nuit terrible, il l'avait prise dans ses bras, telle qu'elle était, couverte de sueur, décoiffée, non lavée, salie par les malpropretés du sol. Il lui avait dit qu'elle était belle et qu'il aimerait mieux la tuer de ses propres mains, plutôt que de la voir à un autre homme. Elle savait maintenant qu'il l'aimait, et sans cet amour, le futur lui apparaissait vide et désolé. Elle ne pourrait pas le supporter. Non, Elias, s'écria-t-elle, il faut que nous restions ensemble. Nous allons tout de suite nous diriger vers la montagne. Malgré le chant qui en cet instant s'éleva dans son cœur, Elias fit honnêtement de son mieux pour la persuader de le laisser partir de son côté. Mais quand il la vit fermement décidée à le suivre, il haussa les épaules, prit Uda et Sami par la main et se mirent en route sur les chemins boueux vers l'est, où grisaillait un jour douteux.